Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La bibliothèque de l'IREMO. Collection dirigée par Bruno Pequignot. Cette collection se propose de publier des textes sur tous les aspects de la vie sociale de la Méditerranée et du Moyen-Orient. Tous les domaines sont concernés, de la politique à la culture et aux arts, de l'analyse des mœurs et des comportements quotidiens à l'économie, de la vie intellectuelle à l'étude des institutions et organisations sociales, sans oublier la dimension historique ou géographique de ces phénomènes. L'objectif est de créer une sorte d'encyclopédie, au sens historique de ce terme, présentant de façon claire et rigoureuse toutes les connaissances produites par la recherche scientifique, mais aussi par les réflexions des acteurs impliqués à tous les niveaux de la société. Chaque ouvrage vise à faire le point sur un sujet traité dans un souci de le rendre accessible au-delà des cercles des spécialistes. L'effondrement de l'autoproclamé califat de Daesh en Irak et en Syrie a laissé place à de nombreuses inconnues sur la mise en œuvre d'une justice transitionnelle dans ces deux pays. En particulier se pose la question de la matérialité du jugement des djihadistes étrangers. L'exécutif français entretient une certaine ambiguïté sur ce sujet. Il préfère déléguer le sort judiciaire de ses ressortissants djihadistes aux autorités irakiennes ainsi qu'aux forces kurdo-syriennes, tout en procédant au retour, au cas par cas, de leurs enfants. Pourtant, les conditions du jugement demeurent problématiques dans ces deux pays. Se pose alors la question de l'adéquation de cette position française avec ses engagements constitutionnels, conventionnels et européens. C'est à cette réflexion que se consacre cet ouvrage. Introduction. Entre 2014 et 2017, le territoire de l'Organisation de l'État islamique OEI était situé le long de l'Euphrate, entre la Syrie et l'Irak. À la faveur de la guerre et de l'installation de l'OEI dans le paysage géopolitique irako-syrien, de très nombreux étrangers sont venus grossir ses rangs, leur embrigadement étant facilité par plusieurs facteurs. Le sentiment d'échec personnel et professionnel dans leur pays d'origine, la conviction que l'OEI pourrait leur permettre de tout reconstruire en bannissant l'humiliation et la hiérarchie, l'illusion de pouvoir créer une société organisée autour des principes islamiques fondamentaux, charia, etc. Cette idéalisation de l'organisation djihadiste est aussi dangereuse qu'infondée, car il a été démontré tout au long de ces dernières années qu'une fois sur le terrain, c'est principalement la mort, la peur, la faim et la répression qui rythmaient les journées des combattants. Or, tout le monde n'est pas prêt à mourir en martyr pour ses convictions. Si certains ne craignent pas la mort en étant persuadés que leur véritable vie n'est pas ici-bas, d'autres se sont horrifiés de l'idéologie mortifère de l'organisation et ont décidé de quitter le dit État islamique. Richard Barrett, spécialiste anglais de l'antiterrorisme, considère ainsi qu'il existe 5 catégories de revenants. Ceux qui sont repartis à peine arrivés, ceux restés un peu plus longtemps mais repartis déçus par l'organisation, ceux qui sont partis chassés par la reprise des territoires du califat, et enfin ceux qui ont reçu l'ordre de leurs supérieurs de retourner dans leur pays pour y commettre des attentats. Or, c'est justement cette dernière catégorie que les autorités judiciaires des pays d'origine des combattants craignent de voir revenir. En effet, nombre d'entre ceux qui repartent du territoire du califat ont subi de tels traumatismes et un tel endoctrinement, qu'ils ont souvent comme idée de continuer le combat à travers le monde en perpétrant des attentats et en provoquant la peur et la mort sur leur passage. Étant donné ce risque, les États d'origine cherchent à se prémunir contre ces djihadistes sur le retour afin d'éviter qu'ils accomplissent leurs desseins idéologiques. C'est surtout depuis 2017 et la chute du califat que se pose désormais de manière récurrente cette épineuse question du retour des djihadistes de l'OEI dans leur pays d'origine. Se pose alors rapidement la question de l'identification de l'autorité judiciaire compétente pour juger ces combattants djihadistes. La réponse est loin d'être univoque, et de grandes dissensions existent entre les autorités exécutives des États quant à leur sort. Si les États-Unis plaident en faveur d'un rapatriement de leurs ressortissants arrêtés sur place afin que les juridictions américaines les jugent elles-mêmes, les Européens, eux, préfèrent déléguer la décision du sort judiciaire de leurs ressortissants aux juridictions irako-kurdes. Aussi, en décembre 2019, l'administration américaine exhortait-elle,
les Européens, à rapatrier et à juger les combattants étrangers qui avaient quitté leur pays pour rejoindre l'État islamique, et assurait que le moyen le plus rapide de régler le problème est de s'appuyer sur des pays dotés de systèmes juridiques établis. En Europe, la Belgique, l'Allemagne et la France entre autres assurent que tant que les conditions sécuritaires et juridiques le permettent, les djihadistes présumés de l'OAI doivent être jugés sur place. À ce sujet, plusieurs de leurs ressortissants ont déjà fait l'objet de jugements sur place, voire de condamnations dont certaines à la peine capitale. Ces quelques évocations démontrent clairement que des États-Unis aux pays de l'Europe, chacun envisage finalement sa propre solution pour répondre à la problématique de la localisation du jugement, et que l'organisation d'une justice transitionnelle organisée sur place ne semble pas être envisagée. En effet, l'actuelle instabilité de la situation en Syrie, la recrudescence de l'OAI dans ses anciens bastions, surtout en Irak, la longueur des délais de mise en place d'un tribunal de justice international ad hoc sont autant d'arguments qui fragilisent l'établissement de ce dernier. D'un autre côté, en cas de jugement en France, des problèmes se posent qui tiennent autant à l'organisation et aux répercussions du procès qu'aux conditions de détention de ces individus. Or, dans le cas où un procès international aurait lieu, ces Français devraient être probablement incarcérés en France à l'issue de leur jugement, et les mêmes enjeux inhérents à leur incarcération se poseraient, surpopulation carcérale, propagande, etc. En outre, la difficulté de la question du jugement des djihadistes étrangers tient également au fait qu'elle emprunte à plusieurs disciplines. En effet, pour bien comprendre les mécanismes qui entrent en jeu pour répondre à cette problématique, il convient de se référer au droit international public, privé et pénal, à la géopolitique, aux droits de l'homme, à l'exercice de la politique interne et aux questions qu'elle soulève, etc. Par conséquent, une approche la plus holistique s'impose dès lors que l'on veut éclairer ces enjeux. Par ailleurs, plusieurs interrogations se sont posées lors de l'écriture de cet ouvrage, la première concernant la terminologie à employer pour nommer l'autoproclamé État islamique. Sans même l'évaluer au prisme des 4 critères d'éligibilité étatique, territoire, population, autorité souveraine, reconnaissance internationale, qui permettent de considérer qu'une entité politique est un État, l'organisation de l'État islamique ne peut pas être considérée comme telle étant donné son modus operandi. À ce titre, tout au long du propos qui suit, nous évoquerons l'organisation de l'État islamique, refusant en cela la dénomination des États islamiques, que ces militants utilisent. Étant donné l'usage courant du terme de Daesh dans nombre d'articles, nous utiliserons aussi et surtout cet acronyme qui signifie en arabe « État islamique en Irak et dans le Cham », le Cham désignant le Levant. Nous faisons remarquer que cette appellation est rejetée par l'organisation de l'État islamique elle-même, qui la considère comme trop restrictive en termes de territoire. La deuxième interrogation portait sur le manque de doctrine juridique et de recul sur un sujet d'une actualité encore très brûlante. Toutefois, nous avons pensé que la nouveauté d'un tel sujet justifiait justement un effort de recherche auquel cet ouvrage a l'ambition de se vouer. La troisième difficulté résidait dans notre incapacité matérielle à enquêter précisément sur chaque crime commis par les Français de Daesh. À défaut, et même si nous reprendrons quelques faits établis commis par certains Français, il nous apparaît donc plus opérant de qualifier les crimes imputés à l'OAI de manière générale afin d'établir les juridictions qui seraient compétentes pour les juger dans leur intégralité. Toutes ces remarques préliminaires étant faites, l'orientation problématique de ce livre consiste à discerner les juridictions matériellement compétentes pour poursuivre et juger les Français de Daesh, tout en s'intéressant au contexte extrajudiciaire, qu'il soit géopolitique ou politique, interférant considérablement dans le raisonnement. Avant d'étudier les juridictions compétentes pour juger les Français appartenant à Daesh, il convient tout d'abord de présenter les protagonistes de ces jugements et de comprendre leur mode de fonctionnement. Avant-propos. Une fois cette contextualisation opérée, il conviendra de qualifier les crimes commis par cette organisation pour rechercher les mécanismes de répression mis en place par le droit international, première partie, puis par les droits nationaux, deuxième partie. Nous constaterons dans un premier temps l'impossibilité d'un jugement impartial en Irak et en Syrie, ainsi que la menace de la peine de mort et les conditions de détention indignes qui y prévalent. De même,
nous verrons le manque de volonté politique des autorités françaises pour organiser leur jugement en France. Face à cette double impasse, là-bas et ici, nous nous référerons au droit européen afin de rechercher une éventuelle solution en vue d'établir les juridictions qui seraient compétentes pour les juger dans leur intégralité. Troisième partie. Avant-propos. L'émergence, le fonctionnement et la structure de Daesh. Afin de répondre du mieux possible à la problématique soulevée par ce mémoire, il convient de s'intéresser aux principaux protagonistes, les Français de Daesh. Qui sont-ils ? Quels sont les agissements de cette organisation, pour qu'elle soit aujourd'hui qualifiée d'organisation terroriste ? Il ne s'agit pas ici de répertorier la série des actes barbares dont celle-ci s'est rendue responsable, ni de remettre en doute le caractère illégitime de cette organisation. Toutefois, pour bien comprendre les contours de la question de la détention et du jugement des individus ayant participé à cette organisation, il s'avère nécessaire de revenir sur son émergence. En particulier, on sait combien la fragilité voire la déliquescence des États irakiens et syriens explique l'ascension du fanatisme religieux dans ces pays. La corruption, le clientélisme et l'autoritarisme dont ces pouvoirs ont été coupables ont gravement affaibli leur légitimité. Nous nous intéresserons également à la structure, au modus operandi et au projet idéologique de l'OEI, chapitre 1. Puis, dans un effort de compréhension des enjeux inhérents à leur jugement, nous nous attacherons au cas spécifique de certains Français de Daesh en présentant leur situation actuelle et en décrivant les faits qui leur sont reprochés, chapitre 2. Chapitre I Daesh, l'organisation politique de l'horreur. À partir de juin 2014 et jusqu'en 2017, la croissance de l'organisation de l'État islamique semble exponentielle. En fait, le groupe terroriste a émergé en Irak dans la foulée de l'intervention américaine de 2003. C'est dans les rangs de la communauté sunnite marginalisée par le nouveau pouvoir irakien, à forte tonalité chiite, qu'une branche d'Al-Qaïda a été créée en 2006 avant de devenir plus tard le dit État islamique d'Irak. Outre l'adhésion d'une grande partie de la population sunnite, l'État islamique d'Irak a pu compter aussi sur d'anciens cadres du parti Baas, parti de la Renaissance socialiste arabe, dissous par les Américains qui voulaient mettre un terme à la période de Saddam Hussein. Puis, à la faveur de la guerre civile en Syrie engagée en 2011, cet État islamique d'Irak a fusionné avec des djihadistes syriens pour former en 2013 l'État islamique d'Irak et du Levant qui devient en juin 2014 l'autoproclamé État islamique. C'est Abou Bakr al-Baghdadi, autoproclamé nouveau calife, qui l'officialise, le 29 juin 2014, du haut du minbar d'une mosquée de la deuxième ville du pays, Mossoul. En Syrie comme en Irak, l'État islamique est vu par certains sunnites comme un moyen de sortir de l'état de déréliction dans lequel ils vivent sous le joug de l'alawite Bachar al-Assad. L'État islamique ayant vocation à couvrir l'entièreté des territoires majoritaires musulmans, l'Irak et la Syrie ne sont que le point de départ d'un vaste califat, appelé à se créer. À ce titre, la médiatisation de l'effacement de la frontière entre la Syrie et l'Irak perçue comme une rupture territoriale imposée par l'Occident, a été un puissant moyen de communication pour Daesh. Ce faisant, il cherche à provoquer l'allégeance de groupes djihadistes en dehors du théâtre irako-syrien, situés dans d'autres pays musulmans tels que l'Égypte, la Libye, l'Algérie, le Yémen, l'Afghanistan, etc., qu'il qualifie de provinces du califat. De même, il appelle les musulmans des pays où l'islam est minoritaire à pratiquer leur hijra, autrement dit leur exode vers l'État islamique pour y mener le combat. Comme son nom l'indique, Daesh se considère comme un État. Il s'incarne par un pouvoir organisé et totalitaire, qui va jusqu'à régir le plus intime, autour du calife et de ses ministres. Il lève des impôts, le zakat, l'aumône légale ou la sadaka, aumône volontaire, frappe une monnaie et son territoire est un lieu d'intense activité économique. Par-delà ces atours d'un État, l'identité de Daesh se fonde avant tout sur un projet de l'horreur. En Syrie comme en Irak, les djihadistes n'hésitent pas à piller les villages se trouvant sur leur passage, à tuer, à perpétrer des attentats, à obliger les populations à se soumettre. L'État islamique publie des images de prisonniers syriens ou irakiens, mais également européens se faisant exécuter en place publique, crucifiés ou décapités. Ils ont par exemple mis en ligne une effroyable vidéo en août 2014,
où le journaliste indépendant américain James Foley se faisait décapiter. 2 mois plus tard, c'est le travailleur humanitaire britannique Alan Henning qui était assassiné. En outre, Daesh recrute de force de très jeunes garçons pour en faire des enfants soldats. Sur le plan financier, les activités de l'État islamique participent de la criminalisation économique. En effet, celles-ci vont de la contrebande et du pillage, comme celui de la banque centrale mossouliote où le butin est estimé à 313 millions d'euros, à l'extraction du pétrole des territoires qu'il contrôle. Le groupe survit également grâce à divers trafics mafieux, en particulier la contrebande de pétrole et d'antiquités. La brutalité de ce groupe terroriste tire aussi ses revenus de l'entreprise d'esclavage sexuel. Dans son répertoire d'actions criminelles, l'OEI détruit volontairement le patrimoine mondial de l'humanité, comme en témoignent ses actions contre les cités antiques de Hatra, Nimrou et Palmyre, et enfin, la destruction du musée de Mossoul. Ce faisant, l'organisation veut rayer des territoires de l'islam, Dar al-Islam, ce qu'il considère comme toute trace de paganisme. En effet, les djihadistes de Daesh appliquent à la lettre la loi islamique, en tout cas selon celle de l'Islam Hanbalite, qui est de loin l'école juridique la plus rigoriste de tout l'islam. C'est ainsi qu'en s'appuyant sur le verset 5 de la sourate 9 du Coran, parfois appelé verset de l'épée, même si ce nom est souvent critiqué car le terme même d'épée n'est à aucun moment cité dans le Coran, ils interdisent aux autres religions de pouvoir vivre en toute normalité. En particulier, il est demandé aux chrétiens de verser un impôt important, la jizya, s'ils ne se convertissent pas, et en cas de refus de l'acquitter, ils sont massacrés. Leur détestation des chiites, vus comme des apostats de l'islam, les conduit également souvent vers la mort. Parallèlement, le djihad les conduit à combattre les armées régulières irakiennes et syriennes, mais également les peshmerga kurdes, les forces démocratiques syriennes et la coalition internationale. Enfin, leur journal Dabiq est un vecteur de la propagande violente. Ce journal tient son nom d'un village syrien où, selon un hadith, la dernière bataille doit être menée entre les soldats de l'islam et les infidèles. Ce journal fait aussi une large part aux discours et réflexions sur le prétendu vrai islam dont Daesh serait le dépositaire. La puissance de cette organisation et le message qu'elle véhicule, en particulier la revanche sur l'Occident, attire de nombreux émules du monde entier, au premier rang desquels des Français. Chapitre 2. Les Français dans une organisation aux ramifications internationales. L'organisation de l'État islamique s'est principalement implantée entre l'été 2014 et l'hiver 2017 entre l'Irak et la Syrie, et a déclaré la guerre à toute personne jugée qu'à accent circonflexe mécréant, c'est-à-dire qui n'embrasse pas la même croyance ou interprétation religieuse qu'elle. Cependant, elle n'est en rien une organisation nationaliste, dans le sens qu'elle ne revendique pas de s'installer sur un territoire avec des frontières figées et une population qui partage la même nationalité. L'identité pour l'organisation terroriste ne s'entend pas au niveau national, mais se base sur une summa divisio entre croyants et mécréants. En septembre 2014, dans une déclaration à CNN, Ryan Trapani, un des porte-paroles de l'agence américaine de renseignement de la CIA, estimait ainsi qu'il y avait entre 20 000 et 31 500 combattants dans les rangs de l'État islamique, dont 15 000 étrangers, venant de 80 pays différents, les principaux fournisseurs de combattants djihadistes se situant sur les continents européen, africain et asiatique. La Russie, l'Arabie saoudite, la Jordanie et la Tunisie comptaient alors chacun plus de 3 000 ressortissants dans les rangs de Daesh. Dans une moindre mesure, la France, le Maroc ou l'Angleterre ont également subi un départ de plus de 2 000 de leurs ressortissants vers la Syrie ou l'Irak. Cependant, à partir de 2017, dans un contexte de perte de territoire et de combattants, les djihadistes commencent alors à faire défection et un grand nombre aspirent à rentrer dans leur pays d'origine. C'est ainsi que la moitié des ressortissants du Royaume-Uni, partis combattre dans les rangs de Daesh, sont retournés dans leur pays. À ce propos, Richard Barrett écrit dans le magazine américain bimestriel Foreign Policy le 1er novembre 2017. Selon les chiffres officiels de 48 pays, en octobre dernier, au moins 2000 membres de l'État islamique étaient rentrés en Occident, sans compter ceux qui n'ont pas été repérés. À ce jour,
Les États-Unis n'ont recensé que 7 de ces revenants contre environ 400 au Royaume-Uni et 300 en France comme en Allemagne. Malgré ces retours, beaucoup de militants étrangers ne sont pas revenus. Concernant la France, François Molins, procureur de la République de Paris alors en fonction, faisait état au 28 janvier 2018 de 676 Français qui se trouvaient encore sur le théâtre irako-syrien. Quand on évoque ces détenus, il convient de bien différencier les combattants majeurs qui ont volontairement pris part au combat, de ceux qui n'ont eu aucune activité terroriste sur place, et enfin leurs enfants qui n'ont pas choisi de s'y rendre. Ainsi, le sort réservé aux combattants de Daesh ne devrait pas être le même que celui que devraient connaître certaines épouses inactives, et encore moins leurs enfants. La question du jugement des Français de Daesh concerne donc d'abord celui des personnes qui ont pris part au combat de manière directe ou indirecte. Par exemple, le fait de ne pas avoir commis d'homicide mais d'avoir participé de manière très active à la propagande de l'organisation, en diffusant des messages de revendication d'attentats ou des menaces adressées à des populations ou à des pays étrangers, ou celui d'avoir contribué au recrutement d'étrangers dans le groupe, peuvent constituer des actes susceptibles d'être punis pour terrorisme, selon la définition retenue par le droit international que nous verrons ultérieurement. En juin 2019, 11 Français ont été condamnés en Irak à la peine capitale pour appartenance à Daesh. C'est par exemple le cas de Fodil Tahar Awidat, 32 ans, qui a rejoint la Syrie en 2013, suivi par 22 membres de sa famille. Il est originaire de Roubaix. Même s'il a nié avoir commis une quelconque action terroriste, le simple fait qu'il ait rejoint l'organisation de l'État islamique l'a converti, selon la loi irakienne, en un terroriste. Au préalable, Fodil Tahar Awidat avait largement plébiscité les attentats de Paris du 13 novembre 2015 et s'était félicité de la guerre menée par les combattants de Daesh à l'Occident. Dans les camps syriens, plusieurs Français ont également été recensés comme Adrien Guial, un Francilien qui a revendiqué les attentats de Nice et de Magnanville 2016 en français, au nom de l'OEI, Thomas Barnoin, un Tarnais proche des frères Klein et de leur cellule qui a fait plusieurs émules, ou encore Romain Garnier, un converti de Haute-Saône apparu dans des vidéos de propagande. Concernant les femmes, épouses de djihadistes, si certaines ont pris une part importante dans la logistique de l'organisation État islamique, d'autres affirment simplement avoir accompagné leur époux rejoindre le califat. Aujourd'hui, elles sont détenues dans des prisons irakiennes, syriennes, françaises ou dans des camps de déplacés. C'est notamment le cas de la Bretonne Émilie Koenig, propagandiste de Daesh et qui est actuellement retenue dans un camp du nord-est syrien par le mouvement kurde des Unités de protection du peuple, YPG. Cette Française était une figure du djihadisme avant de rejoindre l'OEI à partir de novembre 2012. À ce sujet, en application des dispositions des paragraphes 2 et 4 de la résolution 2161 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies en 2014, Émilie Koenig a été inscrite sur la liste des personnes, groupes, entreprises et entités qui sont associées à Al-Qaïda, en réalité l'organisation État islamique, le 23 septembre 2014. Les faits qui lui sont reprochés reposent sur sa participation au financement, à l'organisation, à la facilitation, à la préparation ou à l'exécution des actes ou activités de l'organisation État islamique d'Irak et du Levant, inscrite sur la liste sous le nom d'Al-Qaïda en Irak, en association avec elle, sous son nom, pour son compte ou pour la soutenir. Elle est toujours en attente de son jugement ou de son rapatriement. En Irak, le niveau d'enrôlement des femmes au sein de Daesh importe peu. En effet, la loi irakienne punit par la condamnation à perpétuité la simple appartenance à l'organisation de ses anciens membres, peu importe leur engagement dans les combats. C'est par exemple le cas de Jamila Boutoutaou, qui, lors de son procès expédié en 28 minutes, a été condamnée à 20 ans de réclusion, ce qui correspond à la perpétuité, moab en arabe. Lors de son procès, les faits qui lui sont reprochés reposent strictement sur son adhésion à l'organisation État islamique sans que des actes de terrorisme lui soient personnellement imputés. Autre profil, celui de Mélina Bougdir, jeune femme de 29 ans qui a rejoint Daesh à Mossoul en 2015. Lors de son premier procès qui s'est tenu à Bagdad en février 2018, elle a tout d'abord été condamnée à 7 mois de prison, qu'elle avait déjà purgée, pour simple entrée illégale en Irak.
Les juges avaient d'ailleurs tranché en faveur de son expulsion vers la France. Mais la Cour de cassation irakienne a ensuite ordonné la tenue d'un deuxième procès pour, cette fois, appartenance à un groupe terroriste. À l'occasion de ce deuxième procès, elle a été condamnée à 20 ans de réclusion, conformément à la peine prévue par la loi irakienne concernant la simple appartenance des anciens membres à l'OAI. Elle est aujourd'hui détenue dans le quartier des femmes de la prison de Bagdad. En outre, comme nous l'avons mentionné précédemment, ces anciens membres de Daesh ont souvent été arrêtés avec leurs enfants. Selon les autorités françaises, les 2 tiers sont partis avec leurs parents, le tiers est composé d'enfants nés sur place et qui ont donc moins de 4 ans. Or, ces mineurs n'ont le plus souvent pas pris part au combat. Pourtant, leur sort n'est souvent que trop scellé à celui de leurs parents. Ainsi, les Françaises, dont nous avons cité les noms précédemment, Mélina Bougdir ou Jamila Boutoutaou, étaient accompagnées de leurs enfants lors de leur procès. Il va sans dire que ces mineurs ne peuvent être jugés pour des faits qu'ils n'ont pas commis, et ne devraient pas être assignés dans les camps de déplacés, ou dans les geôles irakiennes dont les conditions sont particulièrement sordides. Rappelons ici l'attachement de la France à la protection de ses enfants tel qu'elle le rappelait dans le préambule de l'ordonnance du 2 février 1945. La France n'est pas assez riche d'enfants pour qu'elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains. En somme, si dans cet avant-propos nous nous sommes intéressés au modus operandi de Daesh ainsi qu'au caractère international qui définit cette organisation, il convient à présent de rechercher comment le droit international qualifie ces crimes et comment il établit les juridictions pénales compétentes pour juger ces individus. Première partie. Le droit international à l'épreuve des crimes djihadistes. Afin d'établir quelle est la juridiction compétente pour juger les Français de Daesh, le droit international peut nous donner des clés d'interprétation des mécanismes juridiques existants. Aussi, convient-il de se tourner tout d'abord vers les conventions internationales afin de définir les crimes commis par Daesh, chapitre 1. Puis, une fois qualifiées les infractions au droit international, nous étudierons, en cas de conflit positif de compétences, les mécanismes d'attribution aux tribunaux nationaux des prérogatives en matière de jugement, chapitre 2. Chapitre I. La qualification par le droit international des crimes commis par Daesh. Afin d'étudier les juridictions compétentes pour juger les Français appartenant à Daesh, il convient tout d'abord de qualifier les crimes commis par les membres de cette organisation. Dès lors, il semble opportun de rechercher si Daesh s'est rendu coupable de crimes internationaux, tels que définis par le droit international. Or, au sujet de l'identification et de la répression des infractions internationales, la doctrine pénale s'est divisée selon qu'elle considère que ces infractions recouvrent celles commises dans le cadre des relations entre États, ou qu'elles concernent l'ensemble des infractions internationales faisant l'objet d'une définition par le droit international. En outre, dans les 2 conceptions, ces infractions internationales sont constituées par 2 éléments. Le premier est formel et concerne la contravention à une norme internationale. Le second est matériel et relève d'une infraction à l'ordre public de la société internationale. Nous nous intéresserons donc tout d'abord à la conception défendue par une partie de la doctrine, qui intègre dans les infractions internationales toutes les entorses faites au droit international coutumier ou aux conventions internationales. Elle concerne entre autres les crimes de terrorisme, section I. Puis, nous analyserons les crimes internationaux tels que retenus dans la définition stricto sensu du droit international qui s'inspire du statut de Rome, à savoir le génocide, le crime d'agression, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, section 2. À partir des définitions de ces crimes, nous rechercherons si l'organisation de l'État islamique s'est rendue coupable de tels actes. Section I. Les infractions au prisme des conventions internationales sur le terrorisme. Il convient de s'intéresser tout d'abord au cadre juridique international réprimant les actes terroristes. 1. Puis, à l'aide de ces normes, nous confronterons les agissements de Daesh à ce cadre juridique, et étudierons en quoi ils sont qualifiables d'actes terroristes. 2. L'évolution juridique de la terminologie du terrorisme. La volonté de la communauté internationale de lutter contre le terrorisme est apparue dans les années 30, s'est réellement développée à partir de 1960, et s'est convertie en une des priorités des Nations Unies à partir des années 90.
La bipolarité du monde de la guerre froide rend alors très difficile l'approche consensuelle d'une définition du terrorisme. D'un côté, les États occidentaux souhaitaient écarter la notion de terrorisme d'État, qui pouvait les compromettre, du fait des actions de leurs armées en temps de guerre comme en temps de paix dans certains pays. De l'autre, les États du tiers-monde, dont certains étaient issus de mouvements de libération nationale, cherchaient à exonérer ceux-ci d'une définition du terrorisme. Cette difficulté conduit les nations à choisir une approche sectorielle de la question, en adoptant des conventions qui prohibent certains actes très particuliers relevant du terrorisme. Ces normes internationales encadrent des actes matériels très précis et évitent ainsi toute approche générale du terrorisme. Toutefois, nonobstant leur champ d'application souvent restreint, elles ont l'avantage de concerner autant les États que les groupes rebelles qui se rendent coupables d'actes prohibés. C'est dans ce contexte qu'en 1963, les États adoptent à Tokyo la Convention sur la punition des actes affectant la sécurité des aéronefs en vol. Elle est ensuite complétée par la Convention de La Haye pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, puis achevée par la Convention de Montréal pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.